Alors, vous les voyez, ils sont en place pour cette conférence de presse qui est diffusée en direct de Montréal. Cet après-midi, nous écoutons ça ensemble et nous faisons le résumé et l'analyse avec Sébastien après. Marqué ensemble. C'est un masque qui a été fabriqué par le groupe Hockey de Ville d'Anjou, où le copropriétaire, Pierre-Marc Brûlé, c'est un résident de mon comté de l'Assomption. Avant de vous parler de la pandémie, je veux quand même revenir sur les manifestations qu'on a vues hier au Québec, mais aussi un petit peu partout dans le monde en fin de semaine. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens, avec raison, qui sont choqués qu'encore une fois, on a eu une vidéo d'un policier blanc qui tue un prévenu noir, que des policiers autour blancs ne fassent rien. C'est vraiment choquant. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de Québécois, puis beaucoup de gens partout dans le monde qui se disent comment ça se fait qu'en 2020, il y a encore des personnes qui remettent en question l'égalité de tous les êtres humains. Et c'est choquant, puis faut pas juste faire des beaux discours, faut agir. Puis vous savez, au Québec, on a eu ce qu'on a appelé la Révolution tranquille. Je pense qu'on est dû au Québec pour une évolution tranquille. Et je l'ai dit la semaine dernière, on va préparer, consulter, on va faire une politique contre le racisme. Et c'est quand même là très préoccupant de voir, j'ai entendu, j'ai écouté attentivement beaucoup d'entrevues, incluant des ministres, des députés, Nadine Giraud, Lionel Carman, Christopher Skeet, qui racontaient qui ont été victimes de racisme. Et puis, donc, ça existe encore, puis il n'y a personne qui va nier ça. Si on veut être capable de mettre fin au racisme au Québec, je pense que il faut d'abord être clair. On n'est pas en train de faire le procès des Québécois. Il y a une grande majorité de Québécois qui ne sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec. Ce qu'il faut éviter, c'est de se diviser sur un ou plusieurs mots, M-O-T-S, puis justement d'éviter de faire un procès aux Québécois. Je pense que tous les Québécois s'entendent pour dire qu'il faut faire quelque chose. Et il faut qu'on le fasse ensemble. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Donc, au-delà des beaux discours, je vais vouloir des solutions pragmatiques dans plusieurs secteurs pour que, une fois pour toutes, on fasse la lutte à ce mal qui gruge notre société. Puis au Québec, je pense qu'on a eu des beaux exemples de succès, de lutte pour l'égalité. Pensons à nos grands-parents, à nos ancêtres francophones. On s'est battu pour les droits des francophones au Québec. Au Québec, même si ce n'est pas encore réglé, on a fait une lutte aussi pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense qu'on peut être fier de dire que notre société a progressé et puis que cette valeur d'égalité peut-être encore plus profonde au Québec qu'à beaucoup d'endroits ailleurs dans le monde. Donc, on a le devoir, ensemble, de faire la lutte au racisme au Québec. Puis d'avoir justement cette évolution tranquille. On est rendu là. C'est plus tolérable au Québec. Bon, je comprends, il y a des gens qui ont peut-être été choqués, inquiets de voir la manifestation hier dans le cadre de la pandémie puis de la COVID-19. Par contre,
je vais vous dire, là, j'ai fait le choix de ne pas interdire cette manifestation, puis ces manifestations. Je pense que je comprends très bien qu'il y a des Québécois qui ont le goût de manifester et qui ont un ras-le-bol et sans l'encourager pour des raisons sanitaires, je pense que c'est important non plus de ne pas l'interdire. Donc, ceci étant dit, je reviens sur la pandémie. Vous avez déjà eu les chiffres. C'est très encourageant. Évidemment, il ne faut rien prendre pour acquis, puis on espère que les chiffres vont continuer à être aussi bons dans les prochains jours. Mais quand on regarde les cas, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde les décès, c'est vraiment très encourageant, surtout dans le cadre que, au cours des dernières semaines, on a déconfiné un certain nombre d'activités. Donc, ça nous permet d'aller une étape plus loin. Je ne veux pas scooper ceux qui vont faire une présentation cet après-midi, là, mais quand même, je pense qu'on est rendu à l'étape d'ouvrir les rassemblements familiaux, les amis en petits groupes à l'intérieur. On l'a fait à l'extérieur. On est rendu à le faire à l'intérieur. Je pense aussi qu'on est rendu à l'étape avec des consignes, entre autres le 2 mètres, de réouvrir les restaurants. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais cet après-midi, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, qui vont vous faire une présentation pour continuer donc ce déconfinement, entre autres des restaurants. Parlant des restaurants, puis aussi des commerces. Bon, vous avez, comme moi, entendu beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants se dire j'y arrive pas financièrement, le programme qui est en place est pas assez généreux. Donc, je suis content là, que ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé une bonification du programme pour rembourser une partie des loyers. Je suis fier de dire qu'avec cet ajustement, il n'y a pas aucune province au Canada qui va être plus généreuse. En fait, on va être de loin la province la plus généreuse pour éponger une partie des loyers commerciaux. Donc, je pense que c'est important, ça, que nos petits commerces, que nos restaurants dans toutes les régions du Québec soient capables de passer au travers des prochaines semaines puis de relancer l'économie. Un autre mot sur la loi 61. Bon. Vous savez, au Québec, avec le confinement et puis la situation économique qu'on connaît actuellement, il y a beaucoup de projets dans le secteur privé qui ont été abandonnés ou reportés. Donc, actuellement, il y a des travailleurs de la construction, des ingénieurs, des architectes qui sont chez eux parce qu'il n'y a pas de travail. Puis au même moment, bien, le gouvernement du Québec a plein de projets, des écoles, des hôpitaux. Je pense à quelques-uns, là, moi qui viens de Sainte-Anne-de-Bellevue, l'hôpital de Vaudreuil. J'étais vendredi à Sherbrooke, l'hôpital mère-enfant Fleurimont à Sherbrooke. Il y a plein de projets d'écoles, plein de projets de transport en commun, plein de projets, je pense que tout le monde va être d'accord, qu'il y a du travail à faire pour améliorer nos routes. Donc, ce n'est pas du gaspillage que de devancer ces travaux-là. C'est des travaux qui auraient dû de toute façon être faits. Par contre, on a des étapes qui sont longues au Québec entre le moment où on décide de faire des infrastructures puis le moment où on commence vraiment les travaux. Et c'est pour ça qu'on a déposé une liste de projets. Ce sont des projets qui sont consensuels. Et puis, je comprends que certaines personnes se disent, entre autres, il faut s'assurer que toutes les exigences environnementales soient respectées. Puis c'est notre intention de dire, on va respecter toutes les exigences environnementales, mais est-ce qu'on peut le faire dans des délais plus courts, en collaboration avec l'opposition? Je l'ai dit, la journée qu'on a déposé le projet de loi 61, il n'est pas question de faire un bâillon, il n'est pas question que le gouvernement impose ce projet de loi-là.
Moi, ce que je veux, c'est de le bonifier avec les 3 partis d'opposition pour le bien de l'ensemble des Québécois et du Québec. Parce que on est capable, dans les prochaines semaines, de mettre au travail une partie des Québécois qui sont en chômage actuellement. Puis on est capable, moi je suis convaincu de ça, de travailler les 4 partis à se mettre des balises pour que ça aille plus vite, mais que ça respecte toutes les exigences. Puis d'ailleurs, je pense que les Québécois, c'est ce qu'ils souhaitent des partis politiques. Ils souhaitent qu'on travaille davantage ensemble. C'est ça qu'on a essayé de faire depuis 3 mois. Je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la relance économique, de devancer des projets qui sont nécessaires, des projets qui font consensus chez tous les partis d'opposition, mais de les faire un peu plus rapidement, puis de ne pas perdre des mois inutilement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Good afternoon. Bonjour. Avant tout, j'aimerais dire quelques mots sur la question du racisme. On en parle un peu partout dans le monde. Pour ma part, nous avons des Québécois de différentes origines, de différentes couleurs, mais nous sommes tous et toutes des êtres humains. Nous sommes tous égaux, sans exception. Mais il nous faut faire face à la réalité et aux problèmes vécus par certains de nos concitoyens et concitoyennes. Et il nous faut agir. La semaine dernière, j'ai promis de mettre en œuvre une politique contre le racisme. Elle ira de l'avant bientôt. Il nous faut continuer d'évoluer vers l'égalité à titre de société. Quant à la pandémie, nos chiffres continuent d'être encourageants. Pour l'instant, la réouverture se passe bien. Plus tard cet après-midi, nous allons annoncer la réouverture, dis-je bien, graduelle des restaurants et les gens cherchent à un assouplissement des règles sur les rassemblements des gens à l'intérieur de leur maison. Nous en dirons un peu plus tard cet après-midi. Je vous remercie. Je demanderai s'il vous plaît de vous limiter à une question par journaliste. On va débuter. Première question. Bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. À la lumière des derniers résultats, est-ce que vous diriez que la première vague est maintenant derrière nous? Puis, en regardant ce qui se passe, êtes-vous satisfait aussi des mesures que prennent les Québécois ou craignez-vous un relâchement puis une deuxième vague? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas dire que la première vague est derrière nous parce qu'on ne peut pas encore voir tous les effets des confinements qui ont été faits. On se souvient que quand on déconfine, c'est 10 à 15 jours plus tard qu'on peut véritablement voir s'il y a eu des effets, le temps que les gens se transmettent la maladie, qu'ils développent les symptômes, puis qu'ils soient hospitalisés ou qu'ils aient besoin de soins. Donc, par contre, je ne veux pas nous réjouir des indicateurs qui sont à la baisse. On sait que les virus de ce type-là ont souvent des saisons. Hein, ils sont comme d'autres virus respiratoires. Ils sont forts à l'automne, hiver, printemps, puis ça chute l'été. Peut-être que ce virus-là va se comporter comme ça. Par contre, je ne vous cacherai pas qu'on déconfine, on le dit. On pense que c'est important de le faire. On pense que c'est important pour que les gens reprennent un peu une vie plus normale, mais il faut encore respecter les consignes. Et je sais que ça semble paradoxal quand on voit ce qui est arrivé hier en termes de rassemblement. Vous savez, un rassemblement, quand les gens veulent se rassembler, si on l'interdit, ça crée souvent plus de grabuge que de laisser aller. Beaucoup de gens portaient des masques, mais les gens n'étaient pas à distance sociale. Donc ça me préoccupe. Il y en a eu un récemment. On va voir quels sont les effets de ça. Ça me préoccupe. Je ne suis pas en panique. Ça s'est passé à l'extérieur. Les gens portaient des masques en grande majorité. Puis il y a moins de transmission, même dans la région de Montréal. Donc, quelque part, les indices sont meilleurs. Mais il ne faut surtout pas penser que c'est la liberté totale. On est, comme je le disais souvent, en libération conditionnelle. Il faut respecter les conditions si on ne veut pas voir une retransmission s'installer
maintenant. Est-ce que vous êtes en mesure de bien l'observer s'il y a une retransmission, si vous faites moins de 10 000 tests par jour, alors que l'objectif, c'était 14 000? Non, mais écoutez, on va avoir des gens qui ont des symptômes, probablement qui vont consulter. Ça va être fait. Et puis, quelque part, les tests sont montés jusqu'à 12 000. La fin de semaine avec l'été, c'est plus difficile, mais on va réaugmenter. On va faire des études sérologiques aussi qui vont commencer en juin, qui ont déjà commencé à Emma Québec, etc. Donc, on va être en mesure de le renoter, là. Ça, c'est clair, parce qu'indépendamment même des tests comme tels, les gens vont avoir des symptômes, puis certains vont se présenter comme tels. Bonne nouvelle, les enfants vont bien. Les enfants, les garderies, les écoles qui ont été ouvertes à l'extérieur font que ça va bien. Ça va nous aider à changer probablement même nos normes par rapport à la rentrée scolaire de l'automne, puis je vous dirais, à être moins strict envers les enfants. D'ailleurs, vous avez eu des articles, certains pédiatres et associations, et aussi la littérature. Les nouvelles sont bonnes du côté du coronavirus pour les enfants. On va y aller avec oui, c'est ça, Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous permettez la réouverture des restaurants, mais pas des bars, et on va permettre aux restaurants de vendre de l'alcool sans nécessairement vendre de repas. N'est-ce pas un peu de tuer les bars? Bien, écoutez, les bars, on espère éventuellement les réouvrir. Évidemment, il y a une différence entre un bar où tout le monde est debout, plus près les uns des autres, puis les restaurants où vous allez le voir cet après-midi, où on limite quand même le nombre de personnes à chaque table et puis les distances. Donc, il y a une différence. Pour ce qui est des permis de boisson, les permis de vendre de la boisson, je pense qu'il est temps qu'on soit un peu plus flexible au Québec. Donc, ça va dans le sens d'une plus grande flexibilité pour aider, entre autres, les restaurateurs. Parce que tous les bars ne sont pas nécessairement très grands. Il y en a quand même qui ont des plus petits espaces qui pourraient respecter, par exemple, les mêmes règles que dans les restaurants. Oui, mais on sait très bien que la consommation d'alcool qui est faite dans un bar est dans un autre contexte que la consommation d'alcool qui se fait lors d'un repas et dans un restaurant, là. Je comprends très bien. C'est qu'on regarde aussi jusqu'à quel point le milieu est un milieu plus propice à l'absence de distanciation, etc. Fait que c'est un choix qui s'est fait progressivement. Je ne veux pas dire que les bars ne réouvriront pas éventuellement, là, mais pour le moment, le choix que fait, je vous dirais, les travaux de santé publique en lien avec les gens qui connaissent le milieu a fait que c'est ce qu'on a décidé pour le moment. Ça va être à suivre. On va prendre la prochaine question. Vincent Maisonneuve de Radio-Canada. Vous nous expliquer qu'est-ce qui explique qu'il y a moins de tests? Vous avez parlé de l'effet de la fin de semaine, mais est-ce que parce qu'il y a moins de malades, moins de gens qui ont des symptômes, moins de mobilisation, moins de gens qui y vont? Et pour les tests sérologiques, quelle ampleur est-ce que vous voulez donner aux tests pour savoir qui l'a eu, qui ne l'a pas eu au mois de juin? Est-ce que ça va être très large ou est-ce que ça va être plus ciblé? Ça va être fait par échantillonnage ciblé qui va être représentatif, là. C'est surtout l'approche qui va être utilisée là, sur la base des recommandations des différents experts qui nous ont données par différents milieux, probablement aussi dans plusieurs régions, pour vérifier la circulation qu'il y a eu. Donc, des échantillons qui vont être faits comme tels. Il faut voir aussi que c'est un mélange des deux, là. Pourquoi les tests sont à la baisse? C'est à la fois qu'il y a moins de personnes qui se présentent et qui sont malades. Donc, au point de vue clinique, on en a moins de besoin. Cette section-là s'est abaissée, mais on essaie de maintenir la section communautaire ou la section proactive par rapport à ça. On va redonner un coup. Comme je vous l'ai dit, il faut voir que les week-ends, c'est toujours plus difficile d'avoir des gens qui vont se présenter à des cliniques. On est à revoir complètement à Montréal sous peu le modèle d'offre de dépistage. Les autobus, c'était une façon intéressante à un moment donné. Ça semble être moins le cas actuellement. Il faudrait peut-être plus donner accès plus proche des individus à différentes cliniques. Donc, on va réévaluer ces stratégies-là pour être en mesure de réaugmenter les tests. C'est vrai qu'on n'a pas notre 20 000, que c'est le chiffre que j'avais donné, mais il faut voir qu'un peu partout ailleurs aussi, on vit le même phénomène. On teste quand même encore relativement beaucoup au Québec comparativement à d'autres, mais peut-être pas assez à mon plaisir ou à ma volonté. Ça fait qu'on va revoir, réévaluer tout ça pour voir comment on va pouvoir le faire. Mais il y a une baisse aussi au point de vue clinique. Si vous avez regardé le nombre de cas qu'on a actuellement, il est vraiment de beaucoup inférieur à ce qui était ailleurs. Donc, le besoin clinique a baissé, mais le besoin de documentation de santé publique, à mon avis, on va devoir l'augmenter. On va passer au devoir. Oui, bonjour, M. Legault. Au-delà de la formule, une évolution tranquille, ça veut dire quoi? Et j'aimerais aussi vous entendre à savoir quelle est votre définition du racisme systémique, parce que la semaine dernière, vous avez dit il n'y en a pas, même s'il y a des gestes de racisme, même si certaines institutions doivent faire mieux. Selon plusieurs, c'est un peu ça, la définition du racisme systémique. Aujourd'hui, vous nous dites
faut pas s'enfarger dans les mots. C'est quoi votre définition du racisme systémique? Bon, mais justement, je veux éviter de tomber dans un débat de mots puis de faire un procès aux Québécois. La majorité des Québécois ne sont pas racistes. Bon, est-ce qu'il y a un système inconscient au Québec? Et quelle est la définition exactement qu'on doit donner? Les experts ne s'entendent pas, mais on s'entend sur le constat. C'est-à-dire, la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais il y a du racisme au Québec, puis c'est urgent de combattre le racisme. Et on va vous annoncer prochainement, j'espère au cours des prochains jours, comment on va prendre de front ce mandat-là pour être capable, justement, d'avoir des résultats au Québec. L'évolution tranquille, ça veut dire quoi, donc? Bien, l'évolution tranquille, ça veut dire qu'il faut que le Québec évolue. De la même façon qu'on a évolué pour que les francophones retrouvent leurs droits, pour que les femmes retrouvent leurs droits, bien, il est temps qu'on lutte contre le racisme, qu'il y ait une évolution de ce côté-là plus rapide au Québec. On va y aller avec Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pour faire du pouce sur cette question-là, ce matin, M. Trudeau a dit qu'il approuvait que les policiers portent des caméras corporelles. Il y a eu un projet pilote à Montréal qui n'a pas eu de suite. Vous logez où du côté de cette possibilité-là? Bien, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je pense qu'à ce moment-ci, il ne faut rien exclure. Il faut trouver des façons, il faut consulter, il faut peser les pour, les contre, et puis il ne faut rien exclure. Mais il faut regarder ça attentivement. Une dernière. Est-ce que je peux poursuivre? Par rapport à ce que vous annoncez aujourd'hui, les restaurants, oui, ça va. Vous avez aussi dit une très courte phrase sur les rassemblements intérieurs. Est-ce qu'on va se retrouver avec les 10-3-2 comme 10 personnes, 3 adresses, 2 mètres, à l'intérieur aussi? Bien, on peut penser, effectivement, puis là, bon, je vais laisser les gens expliquer dans le détail comment ça va fonctionner. Mais effectivement, le fameux chiffre de 10, tout en respectant le 2 mètres, c'est vers cette direction-là qu'on va aller, autant dans les tables des restaurants que dans les tables des maisons. Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Bonjour, M. Legault. Je suis un peu curieux de savoir, concernant le projet de loi 61, oui. Les deux choses suivantes, c'est que vous avez bien mentionné dans l'ouverture que vous êtes prêt là, à discuter avec l'opposition pour des aménagements. Donc, je dois comprendre que le projet de loi 61, vous êtes prêt à l'amender afin de mettre des balises dedans parce que des gens ont beaucoup de craintes là, sur l'ampleur des pouvoirs, sur la durée des pouvoirs que vous vous octroyez, d'une part. D'autre part, dans ce même dossier-là, votre plan de relance économique repose entièrement sur la construction, alors que tous les secteurs ont été affectés. Qu'est-ce que vous avez comme plan de relance pour le reste de l'économie? Bon, d'abord, c'est pas habituel là, comme crise. Là, non, mais attendez une minute. Là. D'abord, c'est une petite partie de notre plan de relance économique. Actuellement, Investissement Québec analyse des centaines, des milliers de dossiers pour aider les entreprises. On a choisi d'y aller dans un premier temps avec des prêts. Une fois qu'on va analyser les plans d'affaires, on n'exclut pas qu'une partie de ces prêts-là deviennent de l'aide directe, donc des subventions. Deuxièmement, je l'ai dit tantôt, pour les loyers commerciaux, qui, après les coûts de main-d'œuvre, sont les dépenses les plus importantes pour les entreprises, on vient bonifier. Là, rappelez-vous, on avait un plan où 50 des loyers étaient payés par les gouvernements, 25 par le locataire, 25 par le propriétaire. Puis c'est là qu'on avait un problème. Fait que là, on vient dire, dans le 25 du propriétaire, le gouvernement du Québec va en payer 12,5, donc la moitié. Donc, on en fait beaucoup du côté des loyers. Puis pour ce qui est des grandes entreprises, bien, on a des discussions où on n'exclut rien, même pas des prises de participation. Donc, l'idée, là, c'est d'aider toutes les entreprises au maximum à réouvrir le plus rapidement possible, puis à venir compléter aussi ce qui a été fait par le gouvernement fédéral. Parce que le gouvernement fédéral aussi, pour entre autres les PME, fait des prêts de 40 000 $. Donc, il faut être complémentaire, puis ensemble, il faut travailler à relancer les entreprises. Mais moi,
Mon objectif, là, c'est que ce soit le Québec qui redémarre le mieux son entreprise puis qui sauve le plus ses entreprises. On va prendre la prochaine question. De la presse, une question pour Mme Mécan. On sait qu'il y a plusieurs CHSLD qui sont malheureusement plus vides qu'au début de la crise. Est-ce que les admissions ont recommencé? Puis, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de remplir à nouveau les CHSLD? Merci pour votre question. Moi, je pense qu'on doit bien analyser la situation actuellement. Le premier objectif qu'on a, c'est vraiment de stabiliser, donc de continuer et de compléter la formation des intervenants en prévention des infections et de faire en sorte que partout, et notamment dans la grande région de Montréal, on a les équipes nécessaires, les équipes dédiées. Et c'est pour ça que l'exercice qu'on fait actuellement, d'embaucher 10 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires, ils seront en action le 15 septembre, est fondamental. En attendant, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été hospitalisés, là, des CHSLD. Alors, on les ramène, mais vraiment à des conditions qui ont été bien évaluées par la santé publique. Aucun risque à prendre. Et donc, au niveau des admissions, on va attendre pour le moment que la situation se stabilise davantage au niveau des CHSLD. On va prendre la prochaine question. Voilà, du journal Métro. Ce matin, il y avait un nouvel échéancier qui était publié sur les livres verts, la démarche qu'a entamée le gouvernement là, sur les pratiques policières. Puis on promet d'aborder la question du profilage racial. J'aimerais vous entendre là-dessus, M. Legault. Qu'est-ce que vous voulez changer sur la manière dont les corps de police interpellent au Québec? Puis est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un combat à mener en matière de profilage racial au Québec? Je l'ai déjà dit, oui, effectivement. Je pense que c'est une petite minorité, mais il y a parfois du profilage racial. Et c'est un dossier, c'est un sujet qu'on veut aborder et où on veut trouver des solutions pour que ça ne se passe plus nulle part dans tous les corps de police au Québec. Qu'est-ce qu'il faut changer exactement dans la culture de la police? Je ne peux pas tout de suite tirer les conclusions des travaux qui sont faits actuellement. Là. Donc, il y a des travaux qui sont faits, puis il va y avoir des recommandations, puis on va les mettre en place rapidement. On va passer aux questions en anglais. Première question, CBC. Anthony Nerestan from CBC. I want to go back to the... J'aimerais parler des manifestations de la fin de semaine. Beaucoup de gens présents ont dit que c'était comme une gifle que leur premier ministre nie l'existence de racisme systémique, surtout ce terme-là au Québec. Ils ont été offensés. Pas un système de racisme intentionnel, c'est d'un ensemble de préjugés qui mènent à des désavantages collectifs pour des sous-groupes. Donc, que répondez-vous à cela? Votre plan serait inutile si vous ne voyez pas la réalité de leur perspective. Réponse. Je ne comprends pas pourquoi les gens se prennent la tête avec une expression. Il faut être d'accord qu'il y a du racisme au Québec et on n'en veut plus. C'est ça la clé. Il nous faut être prudents. Quand on laisse entendre que la majorité des Québécois sont racistes. Par exemple, nous avions une problématique sur la place des francophones au Québec, la place des femmes dans la société québécoise. Nous avons amélioré la situation. Il nous faut faire la même chose quant au racisme et ne pas se battre contre un mot, mais se battre contre le racisme. Question. Mais en ne pas utilisant le mot systémique, vous minimisez le problème parce que vous insistez que la majorité des Québécois ne sont pas racistes. Et c'est pas ce que les protestataires disent. Ils disent que la discrimination et le racisme sont répandus.
Et donc, vous, en fuyant le terme racisme systémique, vous niez le problème. Réponse. Ce que je leur dis, ce que je leur demande, c'est y a-t-il un système de racisme au Québec? Pour certains experts, c'est ça la définition. Je comprends que d'autres ont d'autres définitions. Mais pourquoi nous battre pour ou contre un terme ou une lecture d'un terme plutôt que de se battre contre le racisme? Bonjour. Monsieur Legault, pensez-vous que le financement qui est souvent octroyé à la police puisse se rendre à d'autres groupes, par exemple quant à l'intervention en santé mentale? Donc, répétez la question, s'il vous plaît, madame. Question. Le financement policier pourrait être peut-être retiré des forces policières et investi dans d'autres initiatives telles que des interventions en santé mentale, entre autres, comme exemple. Donc, est-ce que certains fonds qui sont investis dans les forces policières devraient être plutôt investis ailleurs? Réponse. Je pense qu'il faut investir davantage dans la santé mentale, c'est sûr, mais je ne sais pas pourquoi il faudrait diminuer le financement des corps policiers. Réponse. C'est que beaucoup de gens demandent cela, à savoir que certains montants des budgets policiers devraient être réaffectés. Réponse. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux dossiers. Il faut nous assurer qu'il y ait moins de racisme dans les corps policiers, mais également travailler pour avoir plus de soutien en santé mentale. Et cela pour tout le monde. Prochaine question. On va manquer de temps. Rapidement, pour le Dr Arruda, la lettre ouverte aux médecins sur les enfants ne devant pas porter la protection individuelle ou respecter la distance physique, qu'en est-il? Réponse. Oui, nous y travaillons, nous étudions la littérature. C'est clair que nous avons déjà changé les ratios de camps de jour pour revenir à ce que c'était auparavant et nous allons également travailler pour les garderies et les écoles. Prochaine question. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, pourquoi les familles maintenant peuvent se rassembler à l'intérieur et pourquoi on annonce que les restaurants vont pouvoir rouvrir et non pas les bars? Réponse. En fait, il faut que vous compreniez que la consommation d'alcool avec un repas, c'est différent que d'aller uniquement à un bar pour des fins de socialisation. C'est pourquoi nous y allons par étapes. Nous voulons assouplir le confinement, donc passer par ce qui est essentiel. Je ne dis pas du tout qu'un bon verre de vin, ce n'est pas essentiel, mais la socialisation autour d'un repas, c'est une autre forme d'intimité sociale comparée à ce qu'on voit dans les bars. Question. Et les rassemblements de famille, s'il vous plaît? Réponse. On va en parler cet après-midi, donc je ne voudrais en rien voler la primeur à mes collègues, mais vous comprendrez qu'il y a une logique interne. Nous ne voulons pas que les inégalités sanitaires soient plus grandes, car si vous n'avez pas l'argent pour aller au restaurant et vous ne pouvez pas socialiser avec votre propre famille en ayant un bon repas fait maison, alors on ne veut pas exacerber cette contradiction entre les riches qui peuvent se rendre dans les restaurants, qui peuvent se le payer, et d'autres qui voudraient accueillir chez eux des membres de leur famille. Bonjour. Docteur Arruda, quelle est votre mise à jour sur Montréal, s'il vous plaît? Réponse. En fait, j'en ai parlé ce matin avec le directeur de la santé publique en devoir aujourd'hui. Les choses paraissent s'améliorer. Il y a moins de cas à tous les jours. Il y a moins de gens qui meurent à tous les jours. Et il n'y a pas de cette éclosion active. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune transmission. Il y aura toujours des cas. Je veux que les gens comprennent que le virus n'est pas mort. Il n'est pas disparu. Il y a encore des gens qui s'infectent et en infectent d'autres, mais la situation dans l'ensemble est maîtrisée. Je pense que la situation est moins fragile que ce que l'on a vécu
En même temps, je ne veux pas être vraiment jovialiste et ensuite être déçu dans une semaine ou deux. Donc, si vous voyez beaucoup de manifestants, ce n'est pas le temps de répéter l'expérience à tous les jours. S'il vous plaît, suivez les recommandations sanitaires des autorités. Merci tout le monde. Bonne journée, bonne semaine. Quand on vous disait que nous sommes entrés dans un nouveau chapitre de cette crise, c'est la première fois depuis, 13 semaines que la conférence de presse menée par François Legault